Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On est ensemble aujourd'hui pour parler des propos et de comportements inappropriés en entreprise. Moi, je suis Camille Jean. Je suis la directrice régionale des entreprises pour la Cité. C'est une association reconnue d'intérêt général, loi 1901. Notre mission depuis 40 ans, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche de diversité et d'inclusion. Et puis, on est aussi certifié Calliope. On délivre des sensibilisations et des formations toute l'année en entreprise. Et j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. C'est important qu'on puisse parler de ce sujet, des propos, des comportements inappropriés en entreprise, parce que le respect, ça reste un pilier fondamental pour avoir un environnement de travail sain. Et puis, c'est la loi. On n'a pas le droit c'est interdit de discriminer, et l'entreprise doit être garante de la santé, de la sécurité et du bien-être de tous ses salariés. Par ailleurs, tout le monde est concerné parce qu'on est tous responsables d'avoir une ambiance sereine et respectueuse, heu voilà, d'avoir des propos et comportements inappropriés, c'est néfaste, c'est nocif pour évidemment la performance de l'entreprise, pour la qualité de vie au travail, mais aussi pour, tout ce qui est, de la mixité, de la diversité et votre bien-être. Donc là, on va passer, une petite heure ensemble. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse réfléchir à nos propres attitudes, à nos propres comportements. C'est important de moi, je suis pas du tout là dans une posture pour, pointer du doigt, montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Non, l'idée, c'est qu'on soit ouvert à la discussion. Je vais vous présenter plusieurs situations, des situations de la vie de tous les jours en entreprise et simplement être ouvert à la remise en question, se dire: «Ah bah oui, moi, ça peut m'arriver de dire telle phrase à une personne, je pensais pas que ça pouvait être blessant parce qu'elle, je l'ai blessée. Bah, en tout cas, je le referai plus». Voilà, être humble, dans sa démarche. Avant de rentrer plus en détail, je vais donner la parole à Anna Revert. J'ai buggé, je voulais le faire sans sa paire. Anna, Revert de Formasup Méditerranée avec qui on travaille, qui était signataire de la charte de la diversité que nous portons et qui désormais est adhérent, au réseau LEPC. Anna va vous parler donc de son rôle et de la mission de Formasup. Oui, merci Camille. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, en effet, on a voulu aujourd'hui proposer ce webinaire parce que voilà, c'est important pour nous que les alternants et les alternantes puissent avoir des clés et des outils pour pouvoir naviguer en entreprise. Donc, on est très content d'avoir Camille aujourd'hui et d'avoir l'opportunité d'avoir ces deux webinaires sur le sujet. Moi, mon rôle, c'est vraiment voilà, d'être une personne ressource sur les questions de handicap, de diversité, d'égalité au travail. Et notamment, j'interviens sur deux volets. Le volet handicap, c'est-à-dire suivre les personnes, les alternants et alternantes qui ont un handicap et qui souhaitent ou non avoir des aménagements dans leur entreprise. Et l'idée, c'est de les conseiller, de faire un suivi un peu tout au long de l'année et puis leur identifier avec eux quels sont les interlocuteurs privilégiés pour les aider et aider l'employeur à faciliter leur insertion et leur intégration au quotidien. Et il y a un volet discrimination dont on va plus parler aujourd'hui, dont Camille va parler, où vraiment je vais aider quand il y a un sujet, voilà, dès qu'il y a une personne, un alternant, une alternante qui vit du harcèlement au travail ou qui est dans une situation où il ou elle se sent mal à l'aise. Moi, je suis là pour écouter et si besoin, faire de la médiation, intervenir auprès de l'employeur et avec l'université aussi. Et voilà, et trouver la meilleure solution possible, et éviter, si on peut, la rupture, mais s'il y a rupture, on le fait. Mais voilà, en tout cas, accompagner l'alternant ou l'alternante pour que l'alternance se fasse de la manière la plus sereine. Voilà, donc juste j'ai remis mes coordonnées. Donc il y a handicap donc pour tout l'aspect suivi des alternants, alternantes en situation de handicap, discrimination, donc pour la partie égalité, voilà, discrimination au travail. Et puis Anna.revers qui est mon adresse générique professionnelle si besoin, si vous avez d'autres questions. Voilà, donc comme le disait, oui, donc on est donc Formation Méditerranée est un centre de formation, mais qui a la particularité d'être hors les murs. Donc c'est-à-dire que nous, on va gérer de manière administrative les contrats à l'alternance des universités de la région sud et de quelques écoles.
Et nous, on est une entreprise à mission. Donc, c'est pour ça aussi que nous, enfin, on est quand même très engagés sur les questions d'inclusion et de diversité. Et notamment, parmi nos 14 missions, il y a voilà, sensibiliser les formateurs, les formatrices, les maîtres d'apprentissage, les apprentis. Bah, voilà, tout ce qui est égalité femmes-hommes au travail, à la prévention du harcèlement, comme je le disais. On encourage bien sûr la mixité des métiers, dans les salons aussi. Et voilà, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait le plus de diversité possible, et notamment bah, voilà, d'accompagner les personnes qui sont en situation de handicap et pour qu'elles puissent voilà, avoir accès. Enfin, de manière la plus facile possible, enfin le mieux possible, on va dire, au monde du travail. Voilà, et donc ce qui est important aussi de noter, c'est que bah, ce soir avec Camille, on va signer, enfin Pharmacie Méditerranée va signer la charte de la diversité, va renouveler son engagement. Donc je te laisse Camille en dire quelques mots. Oui, on a créé la charte de la diversité il y a 20 ans et on en est extrêmement fiers. C'est la première charte, qui a vu le jour, en Europe et depuis 20 ans après, une charte de la diversité existe dans tous les pays de l'Union européenne avec une commission, à Bruxelles. La charte, c'est 6 engagements, que toute structure employeuse, association, collectivité, école, entreprise peut signer. Tout voilà, dès qu'il y a un salarié, on peut signer la charte de la diversité, et elle signe pour et on l'encourage à dépasser justement le cadre légal en matière de lutte contre les discriminations. Et tous les 2 ans, nous faisons un tour de France où nous allons à la rencontre de tous les signataires puisqu'ils sont bientôt 6 000 signataires de la charte de la diversité. Et ce soir, c'est l'étape, marseillaise, donc on sera à 18h reçus, dans les beaux salons de la préfecture, des Bouches-du-Rhône, avec plus d'une centaine de personnes et d'entreprises et Anna sera là pour représenter Formasup Méditerranée et afficher fièrement, ses engagements et j'en profite avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour vous féliciter, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on travaille, de manière, assez proche sur ces sujets-là et bravo pour tout ce que vous en prenez entreprenez, pardon et toute la dynamique qu'il y a pour faire, avancer la diversité et l'inclusion, auprès de vos alternants. Anna, si c est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'il y a Oui, quelque chose oui, c'est bon? c'est Parfait. parfait. Je vais couper mon micro et je te laisse la parole. Je vous propose qu'on avance, sur la première séquence donc, l'idée ici, c'est de démarrer en douceur et pouvoir vous donner des définitions, des notions clés pour qu'on puisse toutes et tous parler le même langage et avoir le même niveau de compréhension et le même niveau d'information. Donc au début, là, je vais être un petit peu descendante pour vous donner des définitions, des concepts, des notions clés et ensuite, on fera, des petits jeux, des quiz pour que ce soit un petit peu plus dynamique et apprendre en s'amusant. Je vous propose qu'on regarde tout de suite, de plus près, bah, qu'est-ce que c'est que les incivilités? On en parle beaucoup, mais concrètement, qu'est-ce que ça regroupe? Les incivilités, c'est d'abord effectivement ce que vous pouvez voir sur la slide, c'est un manquement au savoir-vivre professionnel. Par exemple, ça va être des absences de salutation, ça va être des injonctions, ça va être le fait de se moquer, ça va être des formules, heu, pour infantiliser, des formules pour blesser, des formules pour se dépêcher. Voilà, les incivilités, elles blessent, effectivement déjà par la forme, mais aussi par le sous-entendu, parce c'est souvent répété les incivilités. La crise du covid, elle a rendu ces mécanismes encore plus visibles et encore plus assumés parce qu'on a, avec le covid et avec les confinements, migré de plus en plus vers des messageries, en ligne, donc avec, des visioconférences et finalement, l'urgence est devenue la norme et donc ça a donné place à des injonctions, pardon, un peu sèches du style, «J'en ai besoin rapidement, envoie-le-moi», voilà, chose qu'on ne faisait pas forcément, avant dans des open space. Donc, ça a vraiment en tout cas encouragé, la banalisation des incivilités. C'est vrai que dans ce climat, on peut quoi des outils utilisés, que ce soit Teams, que ce soit les canaux, de discussion que l'entreprise peut avoir, que ce soit sur Zoom, finalement, on voit que les bonjours, les merci, ils s'effacent petit à petit et ils sont plutôt, remplacés par des requêtes, assez directives, voilà, quand ce n'est pas écrit en majuscule pour montrer un petit peu l'exaspération. Et tout ça, bien sûr, au-delà des formes, hein, finalement, ce qui abîme, c'est, les sous-entendus. Quand quelqu'un va vous dire: «Mais attends, mais je pensais t'avoir été clair comme je te l'ai dit à l'oral», voilà, c'est des petites phrases
qui insinuent et en fait qui vont installer une sorte de doute chez la personne qui en est le destinataire. Est-ce que c'est moi qui suis trop susceptible? Est-ce que c'est parce qu'on est à l'écrit que ça me paraît aussi sec? Voilà et donc on se demande si finalement c'est pas nous, qui en faisons trop. Donc voilà, les incivilités, ça prospère plutôt sur les échanges à l'écrit, comme on vient de le voir et souvent elles sont répétées à garder en tête qu'on est vraiment sur une notion de répétition là-dessus. Et comme je vous le disais en introduction, ce qui est primordial en entreprise, c'est vraiment d'instaurer cette culture du respect, de traiter les collègues avec courtoisie, avec politesse, avec gentillesse. Quand on manage ou quand on est managé, quand on travaille en équipe, on parle souvent de l'importance de faire des feedbacks. Oui, c'est très important, mais de faire des feedbacks qui soient constructifs, c'est encore mieux. Et finalement, c'est cette culture du respect qui va favoriser la bonne collaboration et le bon développement des relations durables et ça aura un effet immédiat sur l'entreprise. Les incivilités, ça dépend pas forcément du statut, du prestige, du rang social des personnes. Voilà, ça peut être sur tous les niveaux de hiérarchie, et il faut y faire très attention. Même si, ça peut paraître, pas grand-chose, on va voir quelques exemples. C'est souvent finalement précurseur de conflits et de harcèlement au travail, donc c'est important de pouvoir les repérer assez tôt pour y mettre fin. Et la politique de la tolérance zéro marche plutôt bien avec les incivilités. Parce que finalement, en cas de manquement, finalement, au devoir de respect, c'est l'employeur, qui a ce droit, mais aussi la responsabilité d'intervenir. Donc même s'il n'y a pas eu une plainte formelle, dès lors qu'un collaborateur fait part, d'un souci, qui ressent de l'incivilité avec des faits qui sont avérés, il a le devoir d'interagir, et d'intervenir le plus rapidement possible. On va maintenant regarder un petit peu faire un focus sur les microagressions. On a vu juste avant que les incivilités, ça relève surtout d'un manquement de courtoisie ou d'attention à l'autre. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, je m'excuse, j'ai oublié, hop, mode avion. Vous l'entendiez pas, vous, je crois, non? Si? Ouais, Teams se fait bien ce travail-là et moi, ça me perturbait. Donc voilà, ouais, on a vu que les incivilités, c'était surtout un manque de courtoisie, un manque d'attention à l'autre. Les microagressions, elles vont plus loin. L'incivilité, ça peut froisser, mais la microagression, elle va blesser plus profondément. Elle va renvoyer la personne finalement à ce qu'elle est plutôt qu'à ce qu'elle fait. Je voudrais aussi clarifier, dans le titre, j'ai mis microagression, macro-impact. C'est pour appuyer sur l'importance de clarifier la terminologie. Le terme micro, il ne se réfère pas à l'intensité de l'agression, mais à leur fréquence et à leur degré de répétitivité. Donc, il est plus spécifiquement question ici d'un acte qui se reproduit à l'intérieur d'une relation interpersonnelle. On est dans les micro-agressions sur une relation entre deux individus. À l'intérieur du grand chapeau micro-agression, il y a 3 tiroirs, et on peut retrouver à l'intérieur donc les micro-assauts. Les micro-assauts, peut-être que c'est un terme que vous entendez pour la première fois, ce sont les micro-agressions qui sont les plus fréquentes parce qu'elles sont intentionnelles, elles ont pour objectif de nuire et elles sont perpétrées dans un milieu qui va finalement les accepter tout en, les banalisant. Il y a aussi les micro-insultes. Vous savez, ça va être des commentaires qui sont humiliants, et insensibles. Ils veulent pas forcément être, blessants par la personne qui le dit, mais en tout cas, si ça correspond à une micro-insulte. Par exemple, si je vous dis que je vais demander à une personne, quel est son pays d'origine avant même de lui avoir demandé quel est son prénom, bon, bah là, ça correspond donc à une micro-insulte. Et le dernier petit tiroir des micro-agressions, on retrouve, les micro-invalidations. Vous savez, c'est le fait de nier ou alors carrément d'ignorer la réalité, de communautés qui vont être, marginalisées. Ça va être hem, systématiquement en réunion, ne jamais donner la parole aux femmes. Ça va être par exemple dire: «Moi, raciste? Pas du tout. Mon voisin, il est africain». Voilà, ça reste un exemple, une illustration qui est, la plus probante. Voilà, mais ces micro-agressions, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément une intention de nuire derrière.
Euh, Parce que tout ça découle de nos stéréotypes, c'est-à-dire ce sont nos biais inconscients. Nos stéréotypes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des croyances limitantes finalement, et qui consistent à mettre tous les individus d'un même groupe dans un même panier. Les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ci, les blondes, voilà, etc., etc. Donc finalement, il faut accepter d'être stéréotypé parce que c'est un mécanisme naturel de notre cerveau. On ne peut pas faire sans. Nous sommes face à une énorme quantité d'informations en permanence et ce sans arrêt. Et notre cerveau, pour arriver à gérer tout ça, crée ce qu'on appelle des raccourcis de la pensée. Et ces raccourcis nous permettent de prendre des décisions plus rapidement. Mais il faut être quand même très vigilant à ces raccourcis. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on puisse s'en parler. Moi, je fais toujours un focus sur les stéréotypes parce que c'est comme ça. Ils sont là, on ne peut pas faire sans, c'est un mécanisme naturel. Mais déjà, d'arriver à se poser la question et de les identifier, c'est un grand pas. Euh, Demain, je vais me retrouver. À chaque fois, j'ai l'impression de prendre des exemples et j'ai toujours peur d'être discriminante moi aussi, mais je vais essayer de prendre des choses les plus parlantes. Je me retrouve face à un Asiatique, je vais me dire, ah là, il est super fort en maths. Bon, bah là, c'est important que je puisse me dire, attends Camille, ta première impression n'est pas forcément, il n'y a aucune raison qu'elle soit vraie en fait. Et du coup de tester ma première impression pour être sûr que je ne sois pas face à un stéréotype. Voilà, donc des raccourcis qui sont forgés par notre société et notre société ne nous aide pas parce que nous sommes dans une culture et dans une société extrêmement stéréotypée. Alors là, c'est la période de Noël, donc là, on va se régaler pendant un mois et demi. C'est un peu comme le 8 mars généralement. C'est assez chouette ce qu'on prend en termes d'image. Là, je pense bien sûr à la taxe rose, aux jouets pour les filles, aux jouets pour les garçons, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une culture de l'éducation nationale qui a été retirée il y a pas longtemps. Une culture, pardon, une publicité de l'éducation nationale qui a été retirée il y a pas longtemps. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que la campagne, quand on la voit, a priori, elle choque pas. Sauf qu'il y avait des campagnes avec des images dans différents endroits de la ville. Et en fait, c'est quand on les met les unes à côté de l'autre, à côté, que c'est flagrant. On est face à un stéréotype et effectivement, il faut faire retirer cette campagne, ça va pas du tout. Mais elles sont séparées. Vous voyez, vous allez avoir, c'était une campagne pour l'éducation qui recrutait des enseignants. Et du coup, on avait sur un abri de bus, par exemple, Théo, qui était donc sur une posture de travail devant un ordinateur avec une chemise, lumière un peu sombre, il travaille tard le soir, et donc il cherchait un métier à la hauteur de son ambition. Et vous vous baladez, vous faites 1 kilomètre plus tard, et là, vous prenez 1 kilomètre plus loin, vous prenez le métro, vous descendez dans le métro, et là, on avait quoi? On avait Sarah. Sarah, pareil, hein. Et elle cherchait le métier de ses rêves. Elle était assise, alors elle était assise en train de lire, position confortable, petite tenue cosy, pyjama, petit pantalon large à la maison, avec des couleurs un peu plus chaudes, des tons pastels. Enfin bon, je caricature même pas en fait. Là, j'allais vous dire j'en fais des caisses, mais pas du tout. Et en fait, ça, c'est simplement pour appuyer sur le fait qu'on n'est pas aidé par la société parce qu'on est dans une culture extrêmement stéréotypée. Si j'ai pas les deux affiches l'une en face de l'autre, effectivement, ça saute pas aux yeux. Mais c'est que c'est ça le rôle d'une pub, hein, c'est de nous vendre une image en 2 secondes. Et ben, ils y arrivent. C'est ce qui s'était passé avec Banania, avec tous les scandales publicitaires qu'on a connus. Et il y a toujours pas mal de loupés. Je crois que je m'adresse principalement vous devez certainement, j'allais faire un stéréotype, je me retiens. Vous devez certainement avoir Instagram et je vous invite à aller consulter la page Pépites sexistes qui est alimentée très, très fréquemment et qui est très chouette qui relève justement sur toutes ces publicités et qui arrivent, ils ont un poids suffisant pour arriver à faire retirer certaines campagnes. Et si vous mettez à suivre Pépites sexistes, vous allez penser à moi autour du 8 mars parce qu'il vaut mieux en rire, mais c'est lourd. Je vous propose qu'on avance. Donc voilà, on a vu un petit peu la définition des incivilités. Là, on voit la définition sur les micro-agressions qui ont un impact, pardon. Et donc, on est tous capables et tous en mesure de pouvoir réduire l'impact de nos biais dès lors qu'on en a conscience. Je vous propose à présent qu'on se fasse un petit quiz pour prendre finalement conscience de l'ampleur que ces propos et ces comportements ils peuvent avoir en entreprise. Pour jouer au petit quiz, c'est très simple. Lorsque vous êtes connecté, vous avez un petit smiley tout en haut avec le bonhomme réagir. Vous pouvez mettre des pouces, des cœurs, applaudir un bonhomme qui rigole et un bonhomme surpris. Maintenant, je crois que c'est grâce à
Daniel, si je me trompe pas, c'était vous lors de la première session, et du coup, maintenant, je me suis notée de dire quelque chose. Juste à côté de l'emoji sourire, réagir, vous avez lever la main. Si vous cliquez sur lever la main, votre main, c'est bien ça, Daniel, on est d'accord, hein. Mais au moins, ça me sert. Voilà, je m'en sers comme Oui, expérience. en général, je n'arrive pas à baisser la main, je Voilà. m'excuse Ça, d'avance. ben non, pas du tout. Ça, c'est lever la main, donc c'est pas ça qu'on vous demande pour jouer, c'est bien l'émoticône réagir pour que vous puissiez donner vos réponses. Et de toute manière, Danielle ne peut pas jouer puisqu'elle connaît déjà le quiz par cœur. Allez, première question. Quelle proportion de salariés ont été victimes au moins une fois d'une micro-agression? Est-ce que c'est 26, est-ce que c'est 47 ou est-ce que c'est 68, 92%? Je vois une majorité de cœurs et effectivement, on est sur 47% de salariés qui ont déjà été victimes au moins une fois d'une micro-agression. Quelle proportion de salariés ont été témoins au moins une fois d'une micro-agression? En termes de témoins, est-ce qu'on est sur 22, 42, 62 ou 82% d'après vous? Je vois pas mal d'applaudissements, effectivement, c'est 62%. On a plus des trois quarts des témoins qui déclarent avoir assisté à des situations de microagression qui concernent l'âge, ensuite le sexisme et aussi le racisme. Troisième question, combien de salariés admettent avoir pu être l'auteur involontaire de microagressions? 1, 4, 7 sur 10 ou aucun? Un salarié sur 10, je crois que vous êtes tous unanimes. Ouais. Et vous allez voir que les microagressions, ça demeure tellement difficile à identifier, finalement, que pour 75% des salariés, donc c'est-à-dire 4 salariés sur 10, ils admettent avoir pu être l'auteur involontaire d'une microagression. Les sources de ce petit quiz viennent de IFOP pour parentalité en 2024, qui est une étude qui est passionnante et que je vous invite à regarder. On la trouve très très facilement en ligne. D'après vous, quelle est la proportion de témoins qui déclarent avoir été touchés négativement par une micro-agression? Est-ce qu'ils sont 21? Est-ce qu'ils sont 48, 64 ou 95% à avoir été touchés négativement par une micro-agression? Je vois une grande majorité de cœurs, je vois aussi des applaudissements. Eh ben, les, c'est 95% et ça, je trouve que c'est un chiffre assez parlant pour vous montrer finalement, rappelez-vous, micro-agression, macro-impact. Voilà, l'impact que ça peut avoir, généralement, ça génère de la gêne, de l'empathie, de la colère, de la sidération, de la honte ou du stress. On arrive déjà à notre dernière question. D'après vous, quelles sont les personnes les plus touchées par les micro-agressions en entreprise? Est-ce que ce sont les personnes racisées? Est-ce que c'est de la communauté LGBT+? Est-ce que ce sont les femmes ou les jeunes de moins de 29 ans? Une grande majorité de femmes. Et donc, on est plutôt non sur les personnes racisées, hein. 71% des personnes qui sont touchées par des micro-agressions en entreprise le sont du fait de leurs origines. Et ensuite, en deuxième position, effectivement, on retrouve les femmes et ensuite les personnes de la communauté LGBT. Donc voilà, c'était un petit quiz un peu introductif pour pouvoir vous montrer finalement l'ampleur et la place que ça prend dans nos entreprises. Voilà, on entend beaucoup, mais c'est bon, c'est pas un sujet chez nous. Si, c'est un sujet dans toutes les entreprises. Euh, et c'est très difficile de pouvoir distinguer l'intention et l'impact dans les micro-agressions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ben, on peut plus rien dire, ça va, arrête d'être sensible, c'est pas grand-chose. C'est des choses qu'on entend souvent. Il est possible d'être bien intentionné, mais de tout de même blesser quelqu'un. Et la plupart des individus, on se considère quand même comme des êtres décents, moraux, comme des bonnes personnes. On n'a pas une intention de blesser, mais il n'empêche que l'impact des microagressions, ça reste et ça va quand même blesser. Je pense là tout de suite au sexisme, ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, qui regroupe trois sortes. Vous voyez mon histoire avec les tiroirs tout à l'heure.
Le sexisme, c'est pareil, il y a plein de savoirs à l'intérieur, dont un sexisme qui s'appelle le sexisme bienveillant. Et c'est celui qui est ancré dans les mœurs, qui n'a pas pour objectif de blesser la personne, mais c'est quelque chose qui fait partie des habitudes. Je donnais l'exemple la dernière fois de, bah voilà, tiens, Anna, ce soir, ça te dérange pas d'organiser le pot de départ? Toi, tu es une femme, tu as l'habitude de faire à manger. Ça peut vous paraître gros comme ça, hein, mais ça existe réellement en entreprise, ça existe toujours. Et encore une fois, la personne qui le dit n'a pas l'intention de nuire. Ah bah tiens, toi, tu viens d'être grand-mère, ça te dérange d'organiser le Noël de l'entreprise, que tu sais bien faire, toi, tu sais bien t'occuper des cadeaux. À la base, c'est pas mal intentionné. Vous pensez peut-être réellement que la personne, elle est douée pour faire les cadeaux, elle s'en occupera mieux que vous, mais il n'empêche que ça n'a pas sa place. En entreprise, ce n'est pas approprié. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo pour vous montrer à quel point finalement les micro-agressions, c'est vraiment le terreau fertile pour les discriminations parce que on verra en fin de sensibilisation, il y a comme une pyramide et on retrouve effectivement en bas de la pyramide les micro-agressions, mais si on ne les arrête pas tout de suite, il y a une sorte de pyramide et d'escalade en fait, donc éviter de nourrir ces discriminations et les couper tout de suite pour pas les alimenter. Alors, j'ai bien partagé avec le son. Je vous propose qu'on regarde la vidéo et pour toutes les personnes qui sont devant un poste informatique, si vous avez besoin, vous pouvez cliquer sur ajouter les sous-titres parce que cette vidéo nous vient de nos amis québécois. Il y a du son normalement tout de suite. Si jamais le son ne fonctionne pas, faites-moi des grands signes. Ça allait au niveau du son? Ouais, ok, parfait. Pour terminer avec ce sujet-là sur les micro-agressions et pour que vous puissiez bien comprendre à quel point c'est réellement un problème, moi j'aime bien comparer les micro-agressions à une piqûre de moustique. Et les piqûres de moustique, c'est très embêtant, mais si on est piqué qu'une fois finalement de temps en temps, oui, c'est embêtant, mais ça demeure pas un problème majeur. Mais le problème, c'est que certaines personnes, elles, se font piquer par le moustique beaucoup plus de fois que d'autres personnes. Et quand certaines personnes se font piquer plusieurs fois par jour, tous les jours, il peut arriver que ces personnes-là décident d'exterminer les moustiques de manière un peu brutale, ce qui peut du coup sembler pour la personne qui se fait rarement piquer une surréaction pour la plupart des gens qui se font rarement piquer. Mais pour la personne qui se fait piquer tous les jours, ça lui semble pas être une surréaction.
Voilà. L'idée, c'est pas de se dire ici qu'il y a de bonnes ou de mauvaises personnes, hein. D'ailleurs, une personne, un individu, moi, je peux être à la fois victime d'une microagression, témoin d'une autre microagression, et je peux être aussi auteur d'une microagression en disant à mon mari que je sais mieux laver le linge que lui. Euh, On va regarder, donc on a vu les incivilités, les microagressions. On va regarder maintenant le harcèlement discriminatoire qui est inscrit donc et défini par la loi. La définition officielle, c'est tout agissement lié à un motif prohibé subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc, motif prohibé, là, il faut entendre critères de discrimination. Et nous avons besoin que 3 éléments soient réunis pour caractériser un fait en harcèlement discriminatoire au travail. Il faut que ce soit un agissement à l'encontre d'une personne de l'entreprise. Il faut que ce soit lié à un critère de discrimination. Et il faut que ça ait pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de dégrader son environnement de travail. Est-ce que vous savez combien il existe de critères de discrimination en France? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. On en a beaucoup. On râle souvent sur. Mais on est un des pays européens les plus avancés en matière de lutte contre les discriminations. Nous avons 26 critères de discrimination. Je vous les ai tous listés ici. Et pour votre information, on a le 27e critère qui est en cours de débat actuellement au Sénat et qui porte sur la texture capillaire. Donc là, vous avez tous les critères de discrimination au travail. Et ce sont des motifs, en tout cas, qui peuvent conduire à une situation de harcèlement discriminatoire. Il peut aussi s'agir de blagues, de plaisanteries, de propos. Ça peut être des incivilités, ça peut être des brimades. Les agissements discriminants, dès lors qu'ils sont répétés, ils suffisent à être considérés comme du harcèlement. Donc, moi, je vais être sexiste demain à la machine à café avec Anna. C'est un agissement sexiste. Si tous les jours je suis sexiste avec Anna, c'est du harcèlement sexiste, sexuel et donc du harcèlement discriminatoire. Donc voilà, ça peut prendre différentes formes, ça peut être des incivilités, ça peut être des brimades, ça peut être des mises à l'écart, ça peut être des changements d'affectation inexpliqués, ça peut être des reproches sans lien avec le travail effectué, ça va être fixer des objectifs inatteignables, ça va être une surcharge ou une sous-charge de travail. Voilà, donc tout ça, en tout cas, ça peut amener ces agissements-là, s'ils sont répétés, à du harcèlement discriminatoire. Il y a plusieurs mythes, on entend beaucoup de choses. Je vous propose qu'on voit un petit peu ce qui est vrai, ce qui est faux. Je voulais tout de même aborder un point avec vous. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais je vous ai donné juste avant la définition du harcèlement sur cette slide-là. Le harcèlement, il est puni par la loi et il évolue. Avant, il y avait cette notion de répétition dans le harcèlement, mais ça peut aussi, maintenant, il y a une deuxième définition, ça peut être seulement un acte isolé. Je vous ai pris tout à l'heure un exemple avec le sexisme et avec Anna. Le fait de tous les jours être sexiste ou dire t'as tes règles, bah, arrête de faire ta blonde ou ce genre de choses tous les jours, ça va conduire finalement à du harcèlement. En revanche, dès lors qu'une personne exerce une pression sur un collaborateur de l'entreprise sans lien hiérarchique, peu importe, dès lors qu'on exerce une pression dans l'objectif d'obtenir en échange un acte de nature sexuelle, bon, bah, Dieu merci, il n'y a pas besoin que ce soit répété pour que ce soit qualifié de harcèlement. Ça me semblait, pardon, je suis revenue un peu en arrière, mais ça me semblait intéressant de se dire que dans le harcèlement, il y a quand même plusieurs définitions et on retrouve aussi désormais le harcèlement sexuel d'ambiance. Alors là aussi, vous allez peut-être me dire, non, mais ça, on le voit plus, ça n'existe plus, mais je vous assure que si. Vous savez, les fameux calendriers avec des femmes dénudées ou avec les dieux du stade, avec les rugbyman, les fonds d'écran de son téléphone pro ou le fond d'écran de son ordinateur pro, bah, dès lors que c'est des personnes dénudées, ça rentre dans le cadre du harcèlement sexuel d'ambiance parce que vous imposez à des personnes une image qu'elles n'ont pas demandé de voir.
Je vous propose qu'on regarde certaines affirmations et me dire si d'après vous c'est vrai ou si c'est faux. Alors, si un geste n'est posé qu'une seule fois, cela ne peut pas être considéré comme du harcèlement. On vient de voir qu'il y avait, finalement dans le harcèlement, ça implique habituellement une notion de répétition, mais il demeure qu'un seul geste et qu'une seule attitude peuvent être considérés comme du harcèlement s'il y a un effet nocif continu, pour la personne. Avec l'exemple notamment effectivement du harcèlement sexuel que je vous ai donné juste avant. Merci pour vos participations dans le chat. Alors, une stratégie pour faire cesser le harcèlement, c'est de l'ignorer. D'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est faux, ça ne peut faire que l'aggraver, cette, stratégie. Plus souvent, si la personne tente d'ignorer le harcèlement, il passera pour de la subtilité. Heu, on va passer en fait, si on l'ignore, ça va passer à un niveau supérieur et à un harcèlement encore plus direct et encore plus difficile à tolérer. C'est pas toujours facile, pour une personne de pouvoir dire non et d'affirmer que tel comportement ou telle parole ou tel geste le dérange ou le met mal à l'aise. Mais en revanche, malgré la peur qu'on peut avoir d'oser dire non, il est vraiment préférable de montrer son non-contentement, consentement pardon, le plus clairement possible. Il y a une petite vidéo aussi sur le consentement qui est très bien, que je peux vous mettre vite fait, dans le chat, qui est avec une tasse de thé. Je ne sais pas si cette, vidéo, vous l'avez déjà vue. Moi, je la mets plus dans les sensibilisations parce que j'ai l'impression de la passer tout le temps, mais elle est extrêmement pédagogique, extrêmement ludique. Vous pouvez même la faire voir à vos enfants, elle est super. Je vous laisserai regarder ça. Pardon, je continue. Pour qu'il y ait, harcèlement, il doit toujours y avoir une intention de nuire de la part de la personne qui harcèle envers la personne visée. Je vois Anna qui dit: «Non» de la tête. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, tout à fait, c'est faux, hein. Pour conclure à du harcèlement, l'intention de la personne présumée, n'a pas à être prise en compte. Enfin, les paroles, les gestes, les actes et les comportements de cette personne n'ont pas à être dits ou faits dans l'intention de nuire, hein. Ce sont les effets sur la personne visée qui sont pris, eux, en considération. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Le harcèlement est majoritairement le fait d'une personne en autorité ou en situation de pouvoir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais. Effectivement, c'est faux, vous êtes, incollable. Ça peut être le fait d'une personne en autorité ou subalterne, mais plus fréquemment, c'est quand même le fait d'une personne vis-à-vis, de ses collègues en milieu de travail. Je tiens à dire quand même que, dans les cas avérés de harcèlement en entreprise récemment, ce sont souvent les emplois les plus précaires qui sont les victimes. Les personnes qui sont en intérim, les personnes qui sont en CDD, les personnes qui sont en alternance, au vu de leur précarité, et la précarité du contrat, elles vont être les plus victimes et les plus propices à recevoir donc des agissements ou du harcèlement. Parce qu'au vu de la précarité du contrat, pardon, elles oseront moins en fait parler et dire les choses. Donc moi j'insiste vraiment là-dessus puisque c'est à vous que je m'adresse, alternant, alternante. Vous avez des droits et il ne faut pas attendre la fin de votre contrat pour dire: «Dans cette entreprise, il s'est passé, ceci ou il s'est passé, cela». Vous avez en plus, chez Formasup Méditerranée, Anna qui est dédiée sur ce sujet et qui est à votre disposition. Donc, même si vous avez un doute, même si c'était qu'une fois, c'est important d'avoir un espace de parole et de pouvoir en parler avec bienveillance et avec une écoute active que vous trouverez auprès de Anna. On arrive sur notre dernier mythe ou réalité. Les victimes de harcèlement présentent toujours une faible estime d'elles-mêmes et une capacité limitée à se défendre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bah, oui, il n'y a pas de profil, préétabli pour les personnes qui sont victimes de harcèlement. En revanche, c'est vrai que certaines personnes sont plus susceptibles d'être victimes, notamment les personnes qui présentent des différences qui sont ce qu'on appelle atypiques, ou alors les personnes qui sont trop compétentes, les personnes qui prennent trop de place. Ça peut être, ou alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, hein, les personnes qui sont fragilisées, soit par un soit par une situation, personnelle, professionnelle, retour de longs congés maladie et cetera. Je vous propose qu'on regarde maintenant quelles sont les conséquences, de ces propos et de ces comportements inappropriés en entreprise.
Déjà, pour la victime, il y a des conséquences physiques et des conséquences psychologiques qui ne sont pas à minimiser parce que, vous voyez là, on écrit engagement, ça a des conséquences sur la dépression. Il ne faut pas avoir peur des mots, hein, ça peut aller jusqu'au suicide. Il y a des personnes qui se sont déjà suicidées parce qu'elles ont été victimes d'harcèlement au travail. Donc, on ne prend pas le sujet à la légère. Pour l'auteur des faits, il va être mis à l'écart, il va y avoir des possibles sanctions et des conséquences judiciaires. On va regarder aussi après que dit la justice. Et puis pour l'entreprise, c'est très important d'appliquer ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire une tolérance zéro. Dès lors qu'il y a une tolérance zéro et que ces valeurs-là, elles sont incarnées au plus haut niveau de l'entreprise, il n'y a pas de sujet. Donc c'est sûr que l'entreprise, si elle laisse passer du sexisme, du racisme, de la transphobie ou que sais-je, ça va être très difficile ensuite à recadrer. C'est laisser la porte ouverte aux collaborateurs de l'entreprise d'avoir des propos, alors que fixer une tolérance zéro permet de mettre fin directement et de ne pas laisser la place à ces propos-là. Sinon, les conséquences, elles peuvent être assez lourdes, hein, bien sûr, ça va avoir des conséquences sur l'engagement, sur la performance. Il va y avoir un turnover, il va y avoir de l'absentéisme, il va y avoir une fuite des talents. Il va y avoir aussi des répercussions sur la marque employeuse, enfin la marque employeur, pardon. Je ne sais pas si vous regardez l'actualité, mais là encore dans l'actualité, hier, il y a des personnes qui ont été sanctionnées dans un gros groupe d'assurance. J'en dirai pas plus, mais je vous laisserai regarder l'actualité. Donc, il y a eu harcèlement, ça a été prouvé par la justice. Moi, demain, je sais pas, je dois assurer mon nouveau vélo que je viens de m'acheter, je suis pas sûre que j'irai chez eux. Ça a vraiment un effet sur la marque employeur. La communauté LGBT a un gros pouvoir d'achat et il y a pas, l'acteur de référence sur la lutte contre les discriminations LGBT, c'est L'Autre Cercle, ça vous parle peut-être. L'Autre Cercle publie un baromètre que je m'empresse de lire chaque année qui est très bien et qui montre effectivement que la communauté LGBT va davantage consommer chez Coca-Cola. Je vous donne un exemple un peu gros, mais j'aurais pu en prendre un autre. Chez Coca-Cola que chez Pepsi, parce que Coca-Cola, tous les ans, ils font la Pride, ils affichent la marche des fiertés, ils affichent, voilà. Bref, tout ça pour dire que ça peut avoir des répercussions sur la marque employeur. Je regarde l'heure et je me dis que c'est terrible, je parle tout le temps trop. Je pourrais parler de ces sujets pendant des heures, moi, j'aime beaucoup. Ça aura donc effectivement un effet néfaste et puis ça aura des conséquences aussi sur un impact financier. On verra que l'entreprise aussi, si elle ne réagit pas dans un timing imparti, il peut y avoir un risque de poursuite aussi où sa responsabilité sera mise en cause. Alors, on a vu les microagressions, les incivilités et le harcèlement discriminatoire. Je vous propose un petit jeu avec des situations très concrètes, très réelles, pour voir si vous arrivez à vous situer entre les trois notions que nous venons de voir. Alors, c'est un pot de départ. Paul lance. Bon, les filles, vous vous occupez du buffet comme d'hab en regardant uniquement les filles de l'équipe. Dans quelle situation nous sommes? Dans l'incivilité, dans une microagression ou dans du harcèlement discriminatoire? Bravo, effectivement, c'est une microagression. Sandro, il soupire bruyamment en levant les yeux au ciel chaque fois que Thomas prend la parole lors des briefings sur les recrutements en cours. Est-ce que c'est de l'incivilité, de la microagression? Est-ce que c'est du harcèlement discriminatoire? Eh oui, c'est un manquement au bien-être et au savoir-être, au travail. C'est de l'incivilité. Carole, elle a 55 ans, c'est une RH expérimentée et elle s'entend dire par sa manager: «Oh là là, les nouvelles technologies, c'est trop compliqué pour vous». Sous-entendu, les seniors, on va demander aux jeunes de s'occuper du post à publier sur les réseaux sociaux. On est effectivement sur, du, sur une microagression, on est sur un stéréotype. C'est-à-dire que c'est comme dire: «Les filles, on vous laisse faire les pots de départ parce que vous faites plus à manger que nous». C'est exactement la même chose. On est sur quelque chose de stéréotypé, sur quelque chose qui n'était pas forcément malveillant parce que la manager, elle avait peut-être qu'elle avait vraiment envie de dire à Carole: «Écoute, t'en occupe pas, ça sera plus facile, un jeune le fera plus vite». C'est peut-être vrai, un jeune le fera en 3 minutes, là où Carole peut mettre facilement 10 minutes ou pas, hein. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans pour l'association qui s'appelle Force Femmes, pour l'emploi des femmes de plus de 45 ans. La moyenne d'âge était de 54 ans. Je peux vous dire qu'il y en a plus d'une qui m'a donné 2 ou 3 leçons sur mon clavier en me disant: «Non mais attends, fais ça ira plus vite». Donc voilà, on est vraiment sur des micro-agressions à garder en tête, donc sur des stéréotypes liés aux biais attendus par la norme, par un âge ou par le genre féminin ou masculin. Depuis 6 mois, Ethan il est chargé de recrutement et il est systématiquement exclu des formations dans les nouveaux
process RH. Il n'est jamais invité au déjeuner d'équipe et ses suggestions sont ignorées en réunion. Ses collègues le surnomment le fudge. Bon, là, je pense qu'effectivement, c'est plutôt clair. On est sur un harcèlement discriminatoire. On arrive à notre dernier petit cas pratique. Kevin arrive souvent avec 10 minutes en retard aux réunions d'équipe. Il s'excuse jamais, ça agace ses collègues. Incivilité, microagression ou harcèlement discriminatoire. Eh oui. Tout à fait, c'est une incivilité, c'est un manque de savoir-vivre. Et puis, c'est aussi ni plus ni moins que de la politesse, hein. Dans la séquence numéro 2, on va voir comment agir dans l'entreprise et en tant que salarié. Alors, les obligations de l'employeur, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est qu'il est vraiment garant de la santé physique et mentale de ses salariés. Pour l'employeur, ça implique de réagir dès lors qu'il y a des situations qui peuvent relever du harcèlement discriminatoire qui sont portées à sa connaissance, ne pas laisser traîner, ne pas attendre, et prévenir les situations de harcèlement avec notamment des sensibilisations, des formations, former toute l'équipe RH à recruter sans discriminer. Voilà, enfin, avoir un plan de formation pour éviter d'en arriver là. Et puis, bien sûr, la tolérance zéro. Il y a quand même une attention particulière qui doit être portée à certains environnements de travail. Tous les environnements de travail qui sont peu diversifiés. Donc, genrés, ou une boîte où il y aurait que des femmes ou que des hommes, très jeunes ou plutôt très seniors, ou alors que des personnes de telle origine. C'est vraiment dans ces environnements de travail-là que le risque de harcèlement il est plus élevé à l'égard des personnes qui seraient minoritaires. Donc, avoir quand même une vigilance là-dessus. Quelles sont les attentes des salariés vis-à-vis de leur entreprise? Les salariés, ils attendent un recadrage direct de la hiérarchie et la mise en œuvre de sanctions en cas de microagression répétée. Ils attendent une formation de la hiérarchie au management inclusif et des salariés à la posture d'allié. Être un allié, c'est être une personne ressource. Par exemple, je suis en entreprise. Lors de la pause déjeuner, ma collègue Sabine ou mon collègue, tiens, on va prendre un homme, mon collègue Fabien a reçu des remarques sexistes de la part de ses collègues qui se moquaient de lui parce qu'il doit partir à 14 heures aller chercher son fils à la crèche pour l'amener faire un vaccin. Il y a que des femmes dans l'équipe et tout le monde s'est moqué. Ah, c'est toi qui, c'est toi qui porte, celle qui porte la culotte. C'est à ta femme d'aller chercher le gamin, de l'amener. Voilà, il s'est pris des remarques comme ça. Sur le moment, vous n'avez pas voulu réagir parce que vous êtes aussi une femme, que c'était toute votre équipe, toutes vos collègues féminines qui étaient en train de dire ça comment on l'a appelé, à Fabien. Mais ça peut être, par exemple, dans 1 heure, dans 2 heures ou le lendemain, à juste aller voir Fabien et lui dire, écoute, moi j'étais un petit peu mal à l'aise avec ce qui s'est passé à la cafétéria, je savais pas comment réagir. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que ça va? Ouais, c'est bon, ça va, j'ai l'habitude, ça te regarde pas ou OK, c'est OK, c'est OK. Mais il n'empêche que Fabien, si demain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, en fait, ça continue. Mais il sait qu'il pourra toujours toquer à votre porte parce qu'il se souviendra, bah tiens, tel jour, Camille, elle est venue me voir, elle avait assisté à quelque chose et Camille, elle est venue me voir pour me demander si c'était OK. Alors, c'était pas le bon moment, j'avais pas envie de, voilà. Là, c'est le moment et je vais avoir besoin d'alliés. Et allié, ça veut aussi dire parole impeccable, hein. Évidemment, si on veut être un allié, on n'est pas le premier à discriminer. Les salariés, ils attendent aussi une prise de position de l'entreprise, un engagement assez fort. Ils attendent également une personne référente, donc avec des référents sexisme, avec des référents handicap, voilà ce que peut représenter finalement Anna au sein de Formasup Méditerranée, des actions en faveur de la diversité et de l'inclusion, et puis d'avoir une diversité des profils. Le timing, c'est terrible, je me dépêche. Comment on prévient les propos et les comportements inappropriés en entreprise? Déjà en informant les salariés sur leurs droits, sur leurs obligations. Il faut afficher toujours les dispositions légales et mettre aussi toutes les dispositions qui sont relatives au harcèlement discriminatoire dans le règlement intérieur de l'entreprise. Il faut aussi spécifier les sanctions disciplinaires qui sont encourues par les auteurs. Comment on prévient aussi en sensibilisant et en formant, mais ça vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit, c'est important de former les responsables RH, les personnes en charge de l'encadrement sur le cadre juridique, notamment sur les risques qui sont encourus par l'employeur en cas de manquement à son obligation de sécurité. Ensuite, mobiliser la médecine du travail, les instances représentatives du personnel pour travailler sur ces sujets-là et puis anticiper.
C'est-à-dire, je ne vais pas attendre que demain, il y ait un harcèlement discriminatoire pour me dire: «Ah bah tiens, moi je suis référent handicap, il a été discriminé parce que en situation de handicap, comment je mène une enquête?» Non, on anticipe. La mise en place d'une procédure formalisée permettant de recueillir, les besoins, les propos et de traiter chaque signalement de discrimination et de harcèlement. Comment est-ce qu'on agit lorsqu'on est victime, témoin ou auteur de propos ou de comportements inappropriés? Lorsqu'on est victime, on dit tout c'est important de pouvoir adresser la situation, demander à la personne auteur de la microagression de clarifier son propos. On va être curieux, on va lui demander de tenter de, curieux vis-à-vis de son explication pour essayer de comprendre. On peut aussi témoigner avec une personne de confiance: «Ouais, il s'est passé ça ce matin, je suis pas hyper à l'aise, j'ai pas trouvé que c'était cool». L'impact aussi, vous pouvez la partager, nommer pourquoi pour vous, «Attends, ce que tu viens de dire, c'est hyper raciste. Ce que tu viens de dire, c'est hyper homophobe». Dire pourquoi pour vous, c'est problématique et pourquoi c'est blessant. Et puis l'objectif, c'est d'accepter et d'assumer ses émotions. Des fois, on il y a un effet de sidération très fort et on a du mal finalement à comprendre ce qui vient de se passer, mais plus tard, vous allez être affecté. C'est normal, ça pèse sur les épaules, c'est des choses qui pèsent sur le moral. Donc ne vous battez pas contre vos ressentis, ils sont valides et naviguez vos options. Je vais en parler à mon employeur, je vais en parler à mon référent, je vais en parler avec un collègue avec qui je suis plus à l'aise. Voilà, naviguez vos options. Pour les témoins, il y a différentes, vous voyez, c'est des techniques, hein, que vous pouvez reprendre. Le D, c'est distraire. Par exemple: «Je suis pas à l'aise, je sais pas comment intervenir» et ben, ça va être, «Au fait, Jean-Marc, on devait pas bosser sur ce dossier. Au fait, Jean-Marc, tu étais pas pressé». Voilà, pour mettre fin, finalement, à la microagression. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec la blague. Vous pouvez, c'est hyper sexiste ce qu'il vient de vous dire, bah, vous répondez avec une blague hyper sexiste. Moi, je n'aime pas utiliser la blague pour répondre, hein, mais chacun utilise. Ça peut être direct aussi, lui dire que les propos sont inacceptables et qu'en entreprise, ça n'a pas sa place. Documenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, écrire ce qui s'est passé tel jour à telle heure. Différer, c'est: j'ai pas été en mesure d'agir sur le moment, mais je vais quand même aller voir la victime, ce que je vous disais tout à l'heure de la microagression pour savoir si ça va et si c'est trop pour moi, je délègue à un témoin et puis l'auteur, on va lui demander évidemment à lui d'augmenter sa capacité à repérer, à, identifier sa microagression, comprendre pourquoi c'est problématique et c'est important de pratiquer la technique de la pause. C'est se demander, heu, en fait: «Et si on parlait comme ça à ma sœur, si on parlait comme ça à ma femme, si on parlait comme ça à ma fille, est-ce que c'est OK?» Bah non, c'est pas OK. Hem, voilà et puis accepter, ça commence par des vraies excuses, pour la personne qui a subi, la microagression. Je vais me permettre de passer rapidement ici parce que je vous avais mis une slide sur le savoir-être et la posture professionnelle. Vous savez, c'est vraiment des connaissances, que le savoir, c'est vraiment ce qu'on sait. Nos connaissances qui sont théoriques et le savoir-faire, ça correspond, à ce que nous savons faire, à nos compétences et le savoir-être, lui, il correspond plutôt à des qualités personnelles et professionnelles qui représentent finalement la façon dont vous vous comportez dans le milieu professionnel avec autrui ou non et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Je vous avais mis quelques exemples, de savoir-être, une écoute active, un respect des opinions divergentes, une capacité à collaborer, l'intégrité, le respect, le travail d'équipe et cetera. Tout à l'heure, je vous parlais d'exemplarité. C'est hyper important aussi d'être exemplaire. On arrive à la fin de notre sensibilisation. Là, c'est vraiment un petit peu tout ce qu'il faut retenir et tout ce qu'on a pu voir. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais de la pyramide des incivilités. Vous dire qu'ils étaient le terreau fertile finalement qui donne lieu, aux violences et c'est pour ça que c'est très, très important et qu'il faut agir dès les premiers signaux pour éviter cette escalade de la violence que vous avez sous les yeux. Voilà, s'il y avait qu'une slide à retenir aujourd'hui, moi j'aimerais que ce soit celle-ci. Que tout passe par les incivilités et même si c'est, le fait de souffler, le fait de pas dire bonjour, quand on s'adresse à quelqu'un sur Teams. Oui, parce qu'on doit aller vite, oui, parce que mais en fait, c'est comme ça que commencent, les microagressions et ça débouche ensuite sur du harcèlement et sur des violences physiques donc on agit dès les premiers signaux, c'est extrêmement important. Vous retrouverez aussi la différence ici entre les microagressions et le harcèlement discriminatoire. Vous verrez que
sur la microagression, c'est pas toujours sanctionné, mais ça peut donner lieu par contre à un recadrage ou à des sanctions de la part de l'employeur, parce que l'employeur, il est garant de la sécurité, de la santé, du bien-être des salariés. Donc, il peut avoir une mise à pied en fonction de la gravité des propos. Et puis, pour le harcèlement, on va voir que c'est reconnu et puni par la loi. Alors, comment ça se passe au niveau de la loi et des sanctions? Je vais être auteur d'un fait. D'un fait discriminatoire, la victime, elle a deux choix. Soit elle en parle à son employeur et l'employeur, il va avoir une sanction disciplinaire qu'il va mettre en place en fonction de la gravité. Soit je décide de porter plainte et si jamais je porte plainte, eh ben dans ce cas-là, il va y avoir une sanction pénale. Ça veut dire une amende ou une peine de prison. Voilà, puis si vous avez envie d'aller plus loin, c'est important d'avoir quelques ressources sous la main, le numéro du défenseur des droits de France Victime, de l'inspection du travail, et puis généralement dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés, vous avez aussi des référents qui sont là pour vous accueillir, si vous avez des questions pour vous écouter. Donc n'hésitez pas. Et puis il y a aussi la médecine du travail. J'ai un peu speedé sur la fin. Je suis désolée, j'espère que ça va et que c'était suffisamment clair pour vous. Si vous avez des questions, eh bien c'est le moment, je suis à votre disposition. Est-ce que ça a été pour tout le monde? Très Ouais, bien. ok. Il y aura un replay, je transmettrai le lien à Anna et Johanna d'ici la fin de semaine, donc vous pourrez le revoir. Et voilà, je vous ai pas dit, mais dans les personnes ressources à avoir sous la main, moi aussi je suis là, donc si jamais vous avez noté, je peux vous mettre mon mail dans le chat et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, ne restez pas avec quelque chose qui vous mine et qui vous pèse, parlez-en. Eh Merci beaucoup, bien, Camille. merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. Et puis, j'espère vous dire à très bientôt.